Il y a un bon CHU si tu veux ici. Vous m'aidez juste à la prendre? Ah c'est bon, tu l'as pris. Ah, tu veux qu'on te prenne? 1, 2, 3, c'est parti. Soleil. Ok, c'est bon. On fait 6. Voilà, je me suis fait mob par F. Aïe 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 aïe! Putain! J'ai pété mon pec. Aïe 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 aïe, putain de merde. T'as senti que ça a claqué? Ça a pété mon pec. Ah putain, je suis bête. Bon, par rapport à l'autre côté. Rien à voir, rien à voir. Ouais, il tombe un peu sur. Putain sur le bras. de merde, oh là là. Il y a quelques semaines, notre ami MBH de la chaîne Karaté Bushido s'est déchiré le pec à l'occasion d'une vidéo tournée chez les gars du Corona Gym. Je vais profiter de sa mésaventure pour analyser ce qui s'est passé, essayer de vous donner les raisons pour lesquelles il a pu se faire une telle blessure et comment faire pour éviter et prévenir ce genre de blessure et que faire si jamais ça vous arrive. Je rappelle pour ceux qui découvrent cette chaîne que je suis coach sportif à temps plein, également professeur de karaté et diplômé dans les deux activités. Je précise que cette vidéo n'a pas pour but de critiquer ou de se moquer de MBH. C'est une blessure et malheureusement ça peut arriver à tout le monde, même quand on fait tout bien ou qu'on croit tout bien faire. Moi-même, pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous savez que j'ai eu 2 ruptures du ligament croisé antérieur, dont une où j'ai documenté la réhabilitation et la rééducation en vidéo sur cette chaîne. Vous avez le lien en playlist ici. Alors c'était pas en musculation, c'était en karaté, mais voilà, la blessure, malheureusement, ça fait partie du jeu quand on fait du sport. J'ai classé les raisons pouvant expliquer cette blessure en 3 axes: la technique, la morpho-anatomie et le contexte. Moi, c'est pas trop mon délire de porter lourd. Ouais. Je vais voir comment je me sens, je vais le faire peut-être. Ça abîme beaucoup les articulations, ça. Je l'ai fait dans le passé, etc. Là, je me sens beaucoup mieux. Je fais des séries plus longues, Ouais. et je porte pas très lourd. Je pense que ce soir, on va faire un peu de lourd. Comme ça, ce soir, tes articulations Ouais. sont mortes. Ok, allez, c'est parti pour la technique. Alors première chose, quand je le vois faire ces développés couchés, c'est qu'il n'a pas une amplitude régulière. Les 3 premières répétitions, d'abord il descend pas très bas, ensuite il descend tout en bas, il vient toucher les pecs, et la deuxième c'est moyen. Donc déjà ça c'est pas terrible. Ça semble indiquer qu'il n'a pas l'habitude de travailler sur ce mouvement, ou bien à ce poids-là, ou en tout cas qu'il n'a plus l'habitude, puisqu'il change de repère à chaque fois. Et de plus, ça change également le stimuli au niveau musculaire et nerveux. C'est un petit peu comme voilà, si vous vous amusez à étirer un élastique dans tous les sens, un coup court, moyen, long, sans contrôle, il a plus de chances qu'il lâche que si vous tirez toujours à la même amplitude et en contrôle. Ça m'amène au deuxième point, qui est qu'ici, au niveau technique, sa descente n'est pas assez contrôlée. En particulier sur la deuxième répétition et sur la 5e, celle où il s'arrache le pec, on a l'impression que la barre, en fait, il la laisse tomber et qu'il l'amortit au tout dernier moment. Donc ça augmente encore plus le risque de blessure, la preuve. Et 3e point, alors là on voit pas parfaitement parce que c'est pas le meilleur angle, mais il semble quand même qu'il a une prise de barre avec les coudes très ouverts, quelque chose qui se rapproche de la prise guillotine, c'est-à-dire avec les coudes très levés ici. Donc pourquoi ça augmente le risque de blessure? C'est simple, c'est que les pecs, en particulier les fibres inférieures, vont être vachement étirées. Et j'ajoute que cette prise, c'est pas très bon non plus pour l'articulation de l'épaule. Si vous voulez faire un développé couché standard et qui limite les risques, ça se fait avec un angle qui ressemble à peu près à ça. Donc avec une barre qui va venir descendre sur le bas des pecs, à peu près au niveau des tétons. Et un dernier point qu'on peut noter, alors là c'est pareil, on ne voit pas tellement avec l'angle de la vidéo si c'est bien fait ou pas, mais c'est l'importance d'avoir les pecs bombés, de ressortir la poitrine, abaisser les épaules, les amener vers l'arrière et de resserrer les omoplates. On fait ce qu'on appelle donc une fixation d'omoplate. Le but du jeu, c'est de resserrer derrière, comme si on voulait en fait tenir un stylo entre nos trapèzes. Et de cette manière, ça permet d'avoir une bonne fixation sur le banc et également de raccourcir l'écart entre la barre et le torse. Ok, on passe au deuxième axe maintenant, donc la morpho-anatomie. Alors le premier point, c'est qu'on peut voir que MBH, il est plutôt grand. Je pense qu'il doit faire autour de 1m90 environ, et qu'il a des longs bras et surtout des longs avant-bras. Et en parallèle, une cage thoracique qui n'est pas ultra épaisse, donc on peut qualifier, je pense, de moyenne. Donc qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie qu'il n'est pas avantagé au niveau morpho-anatomique pour faire ce mouvement qui est le développé couché. Pourquoi? Parce que quand il descend, quand il doit descendre pour rejoindre la cage thoracique, il a plus de chemin à faire ici pour venir au contact avec la barre au niveau de la cage que quelqu'un qui aurait des avant-bras plus courts. Si mon avant-bras, au lieu d'aller là, il s'arrête là, forcément, c'est plus facile que ici pour rejoindre la cage thoracique. Et en parallèle, donc cette cage thoracique, moins elle va être épaisse, et plus je vais avoir de chemin à faire aussi pour venir la rejoindre. Donc voilà pour les considérations morpho-anatomiques
au niveau des segments. En tout cas pour faire un développé couché, on va dire valide en compétition de type powerlifting. Donc ensuite le deuxième point, c'est, alors ça on peut pas le voir sur lui, hein, mais c'est où est placé le tendon pectoral, en particulier le tendon du faisceau claviculaire. Plus ce tendon il va être placé bas, plus ça va être intéressant pour développer le fameux haut de pectoral, mais en parallèle ça va aussi faciliter le risque de blessure. Pourquoi? Parce que plus il va être bas, mon tendon de faisceau claviculaire, plus il va être étiré quand ça va descendre. Alors que s'il est placé ici, il y a moins de risques. La partie la plus externe du tendon, qui est celle du haut de pec, donc, est la plus susceptible de se déchirer. On passe maintenant au troisième point, au niveau morpho-anatomique. Donc cette fois-ci, ça va plutôt concerner non pas le tendon, mais les fibres musculaires. Alors ici, c'est l'inverse, c'est plutôt la partie basse qui est mise en danger, puisque les fibres basses du pec, donc qui sont les fibres sternocostales, sont plus étirées sur la descente. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure au niveau technique, avec la prise guillotine, puisque quand vous allez lever les coudes vachement haut comme ça, ce sont ces fameuses fibres inférieures qui vont être le plus exposées à un arrachement. Allez, on passe maintenant au dernier axe, donc le contexte. Alors ici, ça va être simplement des suppositions qu'on va faire, hein, puisque on ne connaît pas le contexte de MBH. Mais le premier point déjà, c'est l'échauffement. Est-ce qu'il s'est suffisamment échauffé? Alors ça, je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, au niveau de l'échauffement, quand vous faites un échauffement de muscu, et ici en particulier pour une séance PEC avec du développé couché, vous devez faire d'abord un échauffement global où vous allez échauffer les articulations et les muscles. Alors les articulations, donc le but du jeu, ça va être de stimuler, chauffer la synovie, qui est un petit peu le lubrifiant des articulations, donc pour que ça coulisse bien et qu'elles encaissent bien le poids des charges. Ensuite, les muscles, il faut les chauffer aussi, les préparer à l'étirement et à la contraction. Et une fois que ceci est fait, après on passe à entre guillemets, un échauffement un peu plus spécifique qui va être la montée en charge sur l'exercice en question, pour pas passer de 0 à 110 ou 120 kg d'un seul coup. Donc on va faire par exemple 20 kg, 60, 80, et après passer à 100 sur sa charge de travail. Alors le deuxième point, c'est les habitudes d'entraînement. Alors on ne les connaît pas ici pour lui, hein, mais au niveau de l'amplitude, notamment par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut penser que oui, il n'a pas forcément l'habitude de s'entraîner régulièrement sur une amplitude précise, puisqu'on avait une amplitude aléatoire sur son mouvement. Pareil avec le poids. Alors le poids, il en a parlé un peu au début de la vidéo, hein, qu'il ne s'entraînait plus en lourd, qu'il ne s'entraînait pas en lourd. Ça explique que ses muscles et ses tendons n'ont pas l'habitude de supporter une telle charge. Alors après, malgré tout, il soulève le poids, donc ça signifie quand même qu'à un moment dans sa vie, il s'est entraîné suffisamment pour pouvoir lever une telle charge. Hein. Donc ça indique quoi? Ça veut dire que quand vous devenez suffisamment fort pour soulever une telle charge, que vous arrêtez et que vous revenez un certain temps après, il vaut mieux diminuer la charge, pas être trop tête brûlée pour pas risquer ce genre d'accident, parce que les tendons et les muscles se déconditionnent. Troisième point, alors là je pense pas que ce soit le cas pour lui, hein, clairement, mais ça peut être une progression trop rapide. Si vous faites par exemple un cycle de force et que vous montez les charges à toutes les séances, et que le poids augmente de manière très rapide, ça peut faciliter une blessure et une déchirure aussi. Quatrième point, enfin, ça peut être un trop gros volume. Donc par exemple, si vous faites trop de séances lourdes surtout, par exemple si vous faites 2 séances de pec, 2 séances de coucher, où vous soulevez lourd à chaque fois avec beaucoup de séries, et que vous forcez, à un moment ça peut lâcher, quoi, malheureusement. C'était un petit peu ce qui est arrivé à notre ami From Human to God il y a quelques années. Attends, aide-moi à la lever, gros, aide-moi à la lever. Ah, j'ai un truc qui a craqué. Et là, le docteur m'a dit, voilà, c'est simple, monsieur Kurnaz. Vous avez fait des séances archi intenses, mais sans laisser assez de temps de repos entre les 2 séances. Plus la 3e le jour du tournage, et c'est là que vous vous êtes niqué. Voilà, après on peut avoir d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte, comme par exemple la nutrition, aussi bien en qualité qu'en quantité. En qualité, parce que si vous mangez de la nourriture, par exemple, qui est inflammatoire, ça va pas être trop bon pour vos tendons et vos ligaments. Ça risque de les fragiliser sur le moyen long terme. Et en quantité également, parce que par exemple, si vous faites une sèche, vous allez avoir moins d'énergie, donc vous aurez moins de force, ce sera plus dur pour soulever une même charge par rapport à si vous étiez en maintien ou en prise de masse. Et également, vous allez avoir ce qu'on appelle le catabolisme, donc ça marche pour les muscles, mais aussi pour les tendons et ligaments. Ils vont recevoir moins de micro et macronutriments, donc ils vont être moins forts, moins solides, et potentiellement lâcher plus facilement. Après aussi, il peut y avoir une fragilité antérieure sur la zone en question. Alors si on le sait, il vaut mieux clairement ne pas forcer dessus. Hein. Ça fait plusieurs semaines que j'ai mal déjà, je sais pas c'est quoi. Un autre point qui peut favoriser les déchirures, c'est le dopage. Pourquoi? Parce que par exemple, quand vous prenez des stéroïdes, vous allez avoir une progression musculaire fulgurante et également une progression en force. Par contre, les tendons, eux, vont suivre beaucoup plus lentement. Le dernier point, ça c'est juste, n'a aucun rapport, je le précise, avec Efkan ou d'autres personnes, mais si on fait l'analyse de la littérature scientifique, on voit quand même que le fait de prendre des stéroïdes augmente le risque. J'attire votre attention sur un point en particulier, c'est que sur cette barre, il y avait 110-120 kg. C'est lourd, mais ça n'est pas non plus une charge ultra démentielle. Vous avez des mecs sur cette planète qui soulèvent beaucoup plus lourd que ça. Si on reprend par exemple l'exemple de Morgan Ast,
Vous cherchez sur internet, vous le voyez jouer avec 200 kg sur plusieurs répétitions. Et vous avez d'autres encore qui soulèvent aussi lourd, voire plus. Pourquoi je vous parle de ça, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de mettre ultra lourd pour vous arracher un pec, même si c'est vrai que avec 110 ou 120 kg en série, en salle de sport, dans une salle classique, vous serez probablement dans le top 5, voire top 1% de la salle. Alors que faire maintenant pour éviter ce genre de blessure? Alors vous pouvez déjà vous orienter vers les machines, ça vous permettra d'avoir une meilleure stabilisation. Alors après c'est toujours pareil, idéalement une bonne machine qui peut avoir plusieurs réglages, parce que si la machine est standard et n'a pas beaucoup de réglages à proposer, ça risque de ne pas forcément vous convenir à votre profil, à votre morpho-anatomie. Deuxième choix que vous pouvez faire, c'est de réduire l'amplitude, en particulier si vous avez, comme on l'a vu avec notre ami, une morphologie qui n'est pas favorable à ce mouvement, donc réduire l'amplitude si vous avez des longs bras et ou une cage thoracique plutôt peu développée. Troisième choix que vous pouvez faire, c'est de prendre une prise plus étroite. Donc là, par contre, vous serez plus sur un travail qui va solliciter les épaules et les triceps. Et enfin, vous pouvez aussi intégrer un peu plus d'étirement et de travail de mobilité pour préparer donc les muscles et les tendons à avoir cet étirement que vous allez retrouver sur le développé couché. Bon, et que faire maintenant si vous avez une déchirure au niveau du pec, justement? Alors ça va dépendre si vous avez une déchirure musculaire ou bien un arrachement tendineux. Donc, dans un premier temps, vous allez voir votre médecin, il va vous faire un diagnostic clinique. Puis derrière, il vous faudra faire des examens de type échographie, IRM. À partir de là, donc, si vous avez un arrachement tendineux, là il faudra faire une chirurgie au plus vite pour rattacher le pec sur l'humérus. Si c'est une déchirure musculaire, là vous allez avoir du repos pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça va dépendre de la taille de la déchirure, le temps que les fibres se cicatrisent, et un travail de rééducation avec un kiné, notamment à base d'étirements, où le but du jeu ce sera d'étirer avec donc des étirements légers, une fois que vous aurez suffisamment récupéré pour réaligner les fibres, donc les fibres qui ont été lésées, dans le sens des autres fibres, pour éviter notamment une fibrose. Donc après, en parallèle, vous pouvez aussi compléter avec un travail d'excentrique lent, où vous allez retrouver cette notion d'étirement, voire combiner avec un travail de renforcement en série longue pour augmenter la vascularisation, qui va aider à la cicatrisation. Après, il me semble que c'est possible aussi de faire une chirurgie pour une déchirure musculaire, mais en fait, ça va dépendre comment est votre chirurgie. Hafthor Björnsson, par exemple, il a fait une déchirure en fait, qui était à la fois musculaire et tendineuse, et il s'est fait opérer derrière. Sans chirurgie, en tout cas, il faut vous attendre à garder un trou dans le pec en séquelles. Pour vous en convaincre, il suffit de regarder le physique actuel de From Human to God. Là, tu vois ce trou-là? C'est pas normal, ce que tu vois là. La déchirure, elle est là, en fait. Là aussi, on le voit bien. Là aussi, on le voit bien. Regarde, quand je contracte, en fait, quand je fais les pecs comme ça, ici, on a un trou. Et ici, il n'y a pas de trou. Là aussi, le trou, on le voit bien. Et ici, il n'y en a pas. Donc oui, moi, je vous dis, les gars, c'est pas une petite déchirure que je me suis fait. Hein. Vous voyez, cette cicatrice-là, le médecin a été catégorique avec moi. Il m'a dit, monsieur Kurnaz, ça, c'est ta vie. Comment le trou se forme sur le pectoral, là, lorsque je contracte? N'est-ce pas impressionnant? Même de Stallone depuis les années 80, puisqu'il s'était déchiré le pec en préparation pour le film Rocky 2. Et d'ailleurs, vous pouvez bien l'observer donc, sur certaines photos de Rambo, on voit que c'est assez net. Et d'ailleurs, si vous demandez pourquoi Stallone s'est mis à faire des tatouages assez récemment, c'est en partie pour couvrir en fait, l'évolution disgracieuse de son pec, comme il l'explique. Voilà pour cette vidéo réaction sur la déchirure pectorale. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à aller donner de la force à MBH, c'est un gars qui a l'air plutôt sympa, donc bon courage à lui pour la suite et pour reprendre au plus vite les vidéos sur Karaté Bushido. À titre personnel, je regarde de temps en temps et j'aime assez bien en général, donc bon courage à lui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, c'est important pour le référencement. En tout cas, on est obligé malheureusement d'abandonner MBH dans cet état, on espère qu'il va s'en remettre.